Allez, on revient sur toutes ces actualités avec vous, Raphaël Daubet. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes donc sénateur RDSE du Lot. RDSE, c'est ce groupe centriste du Sénat composé à majorité de radicaux. Nous avons sélectionné 3 titres de presse régionale que nous allons regarder ensemble. Tout d'abord, il y a Ouest France, un hommage poignant. La cérémonie d'hier était vibrante et spectaculaire, écrit le titre ce matin, avec par exemple le chanteur de Eagles of Death Metal, le groupe qui se produisait au Bataclan, qui chantait hier avec un chœur composé de rescapés et de victimes. À la une de la Provence, il y a ce titre abattu en plein jour. Le journal qui revient sur la mort du frère d'Amine Kizassi. Je l'évoquais dans le journal, ce militant écologiste. Et donc son frère qui a été tué par balle hier en plein jour. Et enfin, beaucoup plus léger dans cette actualité très lourde ce matin, je vous le concède, c'est la Charente Libre qui revient sur le festival de la BD d'Angoulême. Il faut sauver le festival de la BD. L'avenir de ce festival qui est en suspens à 2 mois de son ouverture. Parmi ces 3 unes, laquelle choisissez-vous, Raphaël Daubet? Je pense que, d'abord bonjour, merci de votre accueil. Je pense que si je fais preuve de sérieux et de gravité, évidemment, je choisirais l'hommage poignant qui a eu lieu hier, qui est à mon avis le grand moment de l'actualité de ces derniers jours. On est d'accord. Mais bon, les autres unes sont intéressantes aussi. J'ai un festival de BD, vous savez, à Martel, chez moi, dans ma petite commune. Et vous êtes auteur aussi par ailleurs. Mais bon, revenons sur ces cérémonies. Qu'est-ce que vous en retenez? On voyait dans le reportage de Fabien Ecker l'émotion qui était très forte hier à Paris. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, personnellement? Moi, je me rappelle comme si c'était hier de ce jour-là. J'étais en campagne électorale pour les régionales, les élections régionales. Et nous avions tenu une réunion publique ce jour-là dans un restaurant d'une petite ville. Et à l'issue, nous étions à table, heureux et joyeux. Après cette réunion publique, c'était bien passé. Et je me rappelle de cette annonce qui est tombée sur nos téléphones portables. J'étais à côté de Martin Malville, ancien président de la région, ancien ministre. Et je me souviens de la sidération qui a été la nôtre, l'effroi. On a compris tout de suite, évidemment, que la campagne électorale était terminée, qu'elle ne serait plus la même. Et surtout, on a ressenti un sentiment de vulnérabilité, voilà, très, très, très profond. On s'est senti vulnérable, on s'est senti touché en plein cœur de ce que nous sommes. Et je dois dire que ce sentiment ne m'a jamais vraiment lâché par la suite. J'ai souvent repensé à ces attentats, à chaque fois que j'étais dans une foule, à chaque fois que j'étais dans une manifestation. J'étais poursuivi encore, hanté par ce souvenir. 10 ans après ces attentats, qu'est-ce que vous diriez qui a changé en France et chez nous? Je crois qu'on a évidemment découvert, je le disais, la liberté qui était la nôtre. Cette liberté et cette insouciance, à partir de 2015, s'est vraiment transformée en un sentiment de vulnérabilité. Et donc, 10 ans après, c'est toujours, vous diriez, on ne s'est pas remis de cette fragilité? On a toujours ce sentiment que la sécurité publique, l'ordre public doit être préservé en permanence. On a une inquiétude vis-à-vis de ça. Oui. Or, je pense que justement, liberté et sécurité doivent s'enraciner dans la République. Et on doit pouvoir renouer avec une forme d'insouciance qu'on avait avant, qu'on a un peu perdue. Alors, à propos de ce que nous disent les victimes de leur difficile reconstruction, je propose d'écouter Arthur Desnouveaux, rescapé du Bataclan, et le président de l'association Life for Paris. On écoute un extrait de son discours hier. J'aurais aimé vous dire que l'espérance nous avait portés, mais c'est faux. Elle ne trace aucun chemin. Les Grecs nous l'avaient d'ailleurs bien dit. Elle faisait partie des mots de la boîte de Pandore. Au fond, nous, victimes, nous n'avons rien d'autre à vous proposer qu'une exigence, celle de vivre en société, selon les valeurs et les lois qui ont fait de la France et de sa démocratie un modèle. Nous n'avons pas de remède contre la claustrophobie de ce présent que le passé n'éclaire plus et dont le futur semble insaisissable. Mais nous avons appris une chose. On ne défend bien que ce qu'on aime. Défendre la vie dans ce qu'elle a de plus beau, c'est refuser de céder à la peur. En matière de valeurs, ce que nous dit Arthur Desnouveaux, c'est très important aussi. Une fois que cette boîte de Pandore de l'horreur a été ouverte, il faut maintenant vivre avec ce malheur. Il faut vivre avec ce malheur, mais tout à fait. Je pense qu'il faut en effet continuer à défendre ce qu'est notre modèle démocratique, ce que sont
nos valeurs humanistes et il faut pas céder justement à la peur, à l'envie d'une forme de repli sur soi ou d'excès de zèle sécuritaire qui nous conduirait en fait à perdre en qualité de vie. Est-ce que vous diriez, vous êtes inquiet du niveau de la menace terroriste? Le ministre de l'Intérieur, cette semaine au Sénat, qui parlait aux séances de questions d'actualité au gouvernement d'une menace endogène, des personnes radicalisées de plus en plus jeunes. Donc endogène, c'est-à-dire qui viennent, qui ont grandi en France. On n'a pas encore vaincu ce terrorisme islamiste. Vous le dites, on est d'accord là-dessus? Bien sûr. Et on n'est pas près de le vaincre, à mon avis. Ça va durer encore longtemps. Il faut que ce terrorisme fasse l'objet d'une vigilance particulière, mais je crois que le ministre de l'Intérieur s'est justement exprimé sur le sujet cette semaine, et l'importance de la coopération internationale. Je veux le redire parce que le ministre de l'Intérieur l'a dit aussi dans l'hémicycle, mercredi, au moment des QAG, question gouvernement, la coopération avec des pays comme l'Algérie, par exemple, qui reprend, c'est aussi une manière de lutter contre le risque terroriste. Allez, on en vient au deuxième grand thème. Dans cette émission, nous allons évoquer l'état d'esprit des maires en France à quelques jours de l'ouverture de leur congrès qui se tient à Paris la semaine prochaine. On va en parler avec Muriel Fabre. Elle est secrétaire générale de l'AMF, l'Association des maires de France. Elle est également maire de l'Apertheim dans le Bas-Rhin. Bonjour à vous, Madame Fabre. Le CEVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po Paris, qui publie ce matin une nouvelle enquête commandée par l'Association des maires de France et intitulée « Malgré un goût d'inachevé, les maires repartent au combat ». Dans l'étude, on apprend que 6 maires sur 10 envisagent de se représenter. C'est plus qu'en 2019, à la même période avant les élections municipales. Comment est-ce que vous analysez ces chiffres et le moral des maires qui, donc, a priori, repart à la hausse cette année ? Mais en fait, c'est vrai qu'on a été agréablement surpris de voir que nombre de maires souhaitent se renouveler, mais c'est toujours à la hauteur des chiffres et d'une analyse un petit peu plus précise, parce que on sait qu'un point important, notamment sur le fait de se renouveler ou en tout cas de poursuivre ses mandats, c'est l'âge. Et il est vrai que en fonction effectivement du taux de nos retraités entre guillemets ayant atteint 65 ans et plus, il peut aussi avoir cet effet, entre guillemets, de renouvellement supérieur pour ce mandat 2026. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans la précision dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que ça dénote aussi cet esprit, d'ailleurs, qui est noté en termes introductifs de cette enquête, très combatif, en fait, des maires de manière générale. Alors, on ne fait pas fi des difficultés. On sait très bien quels seront les enjeux à partir de 2026 et que l'on vit déjà actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette volonté de faire, d'agir au quotidien. Et je trouve que ça dénote vraiment en fait l'esprit d'abnégation qu'ont toujours nos collègues maires au quotidien. Et voilà, et au moment où vous vous exprimez, on voit effectivement ces chiffres très différents en fonction de l'âge effectivement des maires sur l'idée ou pas de repartir. Évoquons un instant les maires qui décident bien de se représenter. Les 2 premières raisons invoquées dans l'étude, c'est la logique de projet, c'est-à-dire de mener à bien un projet ou lancer un projet pour la commune, et l'autre, c'est la logique de l'intérêt général. On se dit 2 bonnes raisons en fait de repartir. Mais effectivement, je pense que ça montre toute la passion finalement qu'ont les maires au quotidien pour leurs concitoyens. Ils œuvrent au quotidien pour le quotidien d'ailleurs, et faire aujourd'hui un projet, mettre en place en fait des politiques publiques qui répondent de manière très précise, de manière très pertinente sur leur commune et sur leur territoire, c'est vraiment ce qui nous rassemble de manière générale. Et c'est tout à notre honneur et c'est tout à l'honneur des élus locaux qui ont fait preuve finalement tout au long de cette mandature de gestion efficace malgré en fait la succession de crises. Ils ont toujours été là en première ligne à vouloir faire, à vouloir agir, à pouvoir répondre même d'ailleurs en l'absence de réponse de l'État, et on a vraiment démontré que les communes étaient un pôle de stabilité, et c'est cela que démontre aussi finalement cette enquête, que les maires sont vraiment là pour l'intérêt général, pour servir tout simplement. Et alors Muriel Fabre, du côté des maires qui ne veulent pas repartir, les raisons invoquées, c'est l'idée de reprendre la main sur leur vie personnelle et familiale. L'autre raison, c'est d'avoir accompli leur mission. Mais je pense qu'il faut pas faire fi non plus des difficultés
qui sont celles de la conciliation de la vie familiale ou de la vie professionnelle avec une vie d'engagement de mère. On le sait, en général, c'est pas du temps partiel, c'est du 24 heures sur 24. Ça prend énormément de temps et parfois au détriment où on sacrifie une autre partie de sa vie. Donc c'est vrai que ça fait partie des propositions du travail qu'avait fait d'ailleurs l'Association des maires de France pour améliorer les conditions d'exercice du mandat. C'est aussi ce qu'on en attend dans le cadre de la PPL actuellement en cours de lecture. Et aujourd'hui, il y a besoin aussi de comprendre que c'est un sacerdoce, qu'on le fait évidemment avec envie et avec pugnacité, mais qu'il y a encore des freins. Par contre, le sentiment d'avoir fait son devoir, je pense que ça, c'est extrêmement important. Ça démontre ce qu'on en a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les élus sont là pour faire, pour agir et pas pour servir leur intérêt personnel, ce que l'on peut parfois avoir comme regard sur le politique, mais que l'on n'a pas évidemment sur le maire qui reste l'élu de confiance. Ouais, effectivement, la proposition de loi sur le statut de l'élu qui continue son parcours parlementaire ces jours-ci. Quid de la question des violences ? Selon le rapport, depuis 2020, les violences symboliques, numériques et physiques, je cite, se sont d'abord envolées, puis légèrement stabilisées. Mais les chiffres restent effrayants, on est d'accord ? Est-ce que vous pouvez les détailler, les commenter pour nous, s'il vous plaît ? Je pense qu'effectivement, on a dès l'origine, dès 2020, l'Association des maires de France avait mesuré en fait cette montée des violences qui, heureusement, s'est stabilisée, mais qui reste inacceptable et inconcevable. Alors il y a évidemment les violences physiques, c'est celles, je dirais, dont on parle le plus. Mais aujourd'hui, cette montée des incivilités, c'est-à-dire tout ce que l'on peut avoir par rapport à la diffamation, ce que l'on peut aussi avoir sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup armé d'éléments de communication, mais force est de constater que ces réseaux sociaux sont aussi source de tensions où finalement on a une hystérisation des propos, où on se sent parfois libre de dire tout sur tout et de manière très, très désagréable, voire très injurieuse. Et aujourd'hui, on voit effectivement que la majorité des maires, finalement, ou en tout cas des élus locaux, a eu à un moment donné en fait une situation de violence essentiellement verbale et qu'il nous appartient aujourd'hui de dénoncer. Mais il y a aussi cette difficulté aujourd'hui, parce que nous sommes l'élu de confiance, parce que nous sommes aussi en proximité, nous sommes finalement la représentation globale de l'autorité, qu'elle soit locale, mais qu'elle soit aussi nationale, et on sent aussi que les tensions parfois qui sont liées en fait à des difficultés de débat au niveau national, à des incompréhensions de politique publique menées d'un point de vue national, se répercutent aussi sur le sentiment que l'on peut avoir de cette représentation, cette représentativité entre guillemets. Donc je pense qu'il faut à la fois dénoncer systématiquement en fait tous ces actes de violence. Il y a vraiment eu un travail de fond là-dessus. Armer aussi, pardonnez-moi l'expression, mais armer aussi nos élus dans ce cadre-là. Et c'est tout le travail que l'on fait avec les formations, notamment avec le GIGN et le RAID. Et surtout analyser de manière plus profonde les causes pour pouvoir y répondre de manière très claire et très précise. Merci Muriel Fabre. Restez avec nous un instant s'il vous plaît. Raphaël Daubet, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui à ces représentants des maires, à l'AMF, à la veille de l'ouverture de leur congrès ? Quelles sont les remontées de terrain que vous avez dans le Lot, vous, sur l'état d'esprit ? C'est à peu près les mêmes. Moi, je voulais remercier d'abord nos représentants de l'AMF. Ils sont très présents et ils défendent bien les maires et cette fonction d'élu qui est si magnifique. Moi, les remontées de terrain, d'abord, je suis heureux de voir que l'engagement local a toujours cette vigueur et c'est très profond parce que vous savez, j'ai été maire pendant des années. Je sais ce que c'est passionnant d'être maire. C'est très difficile, c'est vrai. C'est un engagement total, mais en même temps, c'est passionnant et donc je suis pas très surpris et je le ressens aussi dans mon département. Après, il faut être attentif quand même aux maires. Et je le dis parce qu'ils sont sortis tout de même essorés de ce mandat qui a été complexe entre la crise sanitaire et le reste. Ils ont le sentiment... du pouvoir d'achat aussi. Le pouvoir d'achat. Et ils ont le sentiment à la fois de ne pas avoir eu... C'est ça qu'on entend par sentiment d'inachevé, je crois. Le sentiment de ne pas avoir eu tout à fait les moyens financiers et humains dont ils auraient eu besoin pour mener à bien leur action publique. Et les projets qu'ils avaient pour les communes. C'est ça, les projets, c'est de l'action publique. Et en même temps, attention, on leur met sur les épaules beaucoup de responsabilités. Ils sont un peu les derniers piliers de la République. Chacun s'accorde à dire que finalement le maire
bénéficie d'une forme de légitimité et de crédibilité dans la société que les autres élus ont perdu, y compris les parlementaires dont je suis. Il faut faire attention à eux parce que c'est vrai, et ils sont un point de repère pour nos concitoyens, mais ils doivent être aussi protégés. Et je pense que l'instabilité, Vous en prie. Je pense que l'instabilité politique ne les rassure pas. Oui. Et je les sens inquiets aussi. Et vous regrettez que le texte sur le statut de l'élu prenne autant de temps à voir le jour ? On est sur une proposition de loi, donc c'est 2 lectures par chambre. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite avec un projet de loi. Et là, on voit que même à l'Assemblée nationale, il faut encore attendre pour voir l'examen. Oui, mais là, les procédures démocratiques et législatives sont toujours très longues, c'est vrai, trop longues. C'est un texte, il faut le dire aussi quand même, qui ne va pas révolutionner le statut des maires. Et la difficulté dont on parlait tout à l'heure, la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Justement, oui, il y a des mesures dans ce texte. Oui. Oui, il y a quelques mesures, mais néanmoins, ça restera un sujet. Hein, et la vie d'élu, ça restera un sujet. Muriel Fabre, juste un dernier mot avant de vous quitter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le congrès des maires qui se tient la semaine prochaine ? Quelle va être la tonalité ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Je pense que l'objectif déjà du Congrès des maires, c'est d'être évidemment là pour rappeler et alerter sur tout ce qui aujourd'hui trouble notre efficacité au quotidien. Donc nous, ce qu'on souhaite d'abord et avant tout, c'est retrouver notre capacité d'agir. Et c'est vrai, ça a été dit, hein, face à cette recentralisation financière, on souhaite retrouver du souffle et une autonomie dans ce cadre-là, mais on souhaite aussi que cette bureaucratie excessive qui nous étouffe au quotidien soit enfin conclu par des actes de simplification. Et ce que l'on souhaite tout simplement, en fait, c'est un peu plus de liberté, et c'est ce que l'on va démontrer tout au long de ce congrès. Merci Muriel Fabre d'avoir été en notre compagnie ce matin, et donc Public Sénat qui bouleverse son antenne à partir de lundi pour suivre le congrès des maires de France. Des émissions spéciales seront à vivre toute la semaine sur l'antenne de Public Sénat. Merci à vous. Raphaël Daubet, on en vient à votre proposition de loi adoptée la semaine dernière. Vous avez présenté un texte qui crée une nouvelle profession médicale, assistant de santé bucco-dentaire. L'idée, c'est de libérer du temps médical aux chirurgiens dentistes. Quel était le constat de départ ? C'est de dire qu'il y a de graves problèmes d'accès à un dentiste dans de nombreux départements en France. Oui, en fait, c'est difficile d'obtenir un rendez-vous et les délais explosent. Nos concitoyens ont beaucoup de mal à obtenir un rendez-vous, même pour un simple contrôle ou un simple détartrage. Et donc, il s'agissait de libérer du temps médical pour les chirurgiens dentistes, c'est-à-dire leur permettre de se consacrer à des tâches un peu techniques, un peu difficiles, et permettre que d'autres professionnels de santé, qui seront ces assistants en santé bucco-dentaire, puissent les aider dans une forme de délégation de tâches. Qu'est-ce que votre proposition de loi crée véritablement ? On dit un nouveau métier, mais pourquoi est-ce qu'il fallait passer par une proposition de loi ? Pourquoi il fallait passer par un texte de loi ? En fait, cette proposition de loi, vous savez, elle n'invente pas grand-chose. Ça existe déjà, c'est un métier qui existe déjà sous une forme un peu différente à l'étranger, au Canada, en Belgique, en Allemagne, qu'on appelle des hygiénistes dentaires. C'est légèrement différent, mais cette proposition de loi, elle était attendue par la profession depuis des années. Et puis, elle avait fait l'objet dans la loi Rist déjà d'une première volonté politique, mais qui n'avait pas pu aboutir. Une loi de 2023, oui. Exactement, en 2023. Qui n'avait pas pu se transformer en non, pour texte. Des raisons juridiques et techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais donc il fallait réécrire une loi et donc créer en effet cette nouvelle profession qui exercera sous le contrôle, sous la responsabilité d'un chirurgien dentiste, mais qui pourra aussi aller en dehors du cabinet, faire des actions de prévention dans les EHPAD, dans les maisons de retraite ou dans les écoles. Justement, écoutons la ministre à ce sujet, parce que le gouvernement a dit soutenir la proposition de loi la semaine dernière en séance. Écoutez donc Charlotte Parmentier-Lecocq, qui représentait le gouvernement en séance jeudi dernier. Vous l'aurez compris, le gouvernement soutient très fortement les dispositions que vous proposez dans cette proposition de loi. En effet, elle répond à un double enjeu fondamental. Le premier enjeu est celui de l'équité territoriale. Le second enjeu, c'est celui de l'accès à la prévention. Nous savons que la prévention bucco-dentaire est à la fois moins coûteuse, moins invasive et plus efficace à long terme que la prise en charge de pathologies installées. Voilà, on est au cœur du sujet, hein, la question de la prévention qui est très importante. Il faut aussi passer par là pour prendre ce tournant radical vers la prévention en matière de santé. Bah oui, c'est un des grands combats que nous avons à mener, c'est ce virage préventif qu'on doit faire prendre à notre modèle social. Pas facile, et en matière dentaire, bucco-dentaire, il y a évidemment quelque chose à faire, parce qu'on sait que la prévention,
empêche, si vous voulez, la perte des dents, des maladies des gencives, qu'on appelle des parodontites. Et donc, je le rappelle, vous êtes il y a un vrai sujet. Je suis chirurgien dentiste de profession, donc je connais un peu le sujet, mais il y a une vraie utilité à la prévention et ça coûtera beaucoup moins cher. Donc, c'est aussi ça, cette ambition qui est portée par ce texte. Et je reviens au début de cette interview, on disait il y a vraiment un sujet très important avec la question de la santé bucco-dentaire parce que c'est un révélateur des fractures sociales et territoriales aussi dans notre pays. Et donc vous qui avez été dentiste de profession, vous les avez vues concrètement, ces fractures sur le terrain? Oui, bien sûr. J'ai vu ces fractures. Moi, j'ai été dans un département qui n'est pas un désert médical, mais qui, comme beaucoup de départements ruraux, éloignés des grandes villes, subit un phénomène d'érosion de ses effectifs, une forme de désertification médicale, on peut le dire. Et donc, oui, j'ai vu des salles d'attente pleines à craquer, j'ai vu des rendez-vous qu'on ne peut pas honorer parce que le téléphone sonne en permanence. Donc, je sais la difficulté pour les professionnels d'assumer cela et pour nos concitoyens surtout d'obtenir un rendez-vous. Donc, et puis, je suis pas sûr pardon, mais je suis pas sûr que cette proposition de loi soit une baguette magique qui va résoudre définitivement le problème en France. Mais en tout cas, elle est certainement un élément facilitateur qui viendra solutionner une partie du problème. Et quand nos concitoyens ont des problèmes avec ces problèmes de santé des dents, de la bouche, vous le dites aussi, c'est ensuite toute une vie qui est bouleversée pour ces Français. Vous avez tenu un plaidoyer comme ça, même un plaidoyer pour le sourire en séance, on vous a entendu. Merci, oui. J'ai essayé d'expliquer l'importance de la bouche et l'importance du sourire. Et en effet, je le rappelle, il y a des enjeux physiologiques que tout le monde connaît et l'état de santé de la bouche reflète toujours l'état de santé général, et donc c'est très important. Mais il y a aussi des effets psychologiques et des effets sociologiques. Et en effet, il y a une forme de sociologie du sourire. Le sourire est un instrument dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Et il faut permettre que chacun puisse en arborer un dont il soit fier. Ouais, et un dernier mot sur la proposition de loi. Une proposition de loi, c'est un processus très long. Il y a 2 lectures par chambre. Quand est-ce qu'on peut voir la mesure être très concrète pour les Français, ce nouveau métier apparaître dans notre quotidien? Alors, pour le coup, là, ça sera un peu moins long que d'habitude, puisque le gouvernement a engagé, vous le savez, une procédure accélérée. Donc, il n'y aura qu'une lecture par chambre. Très bien. Et c'est ça, en fait, le soutien que le gouvernement apporte à ce texte. Il est très précieux. Il va permettre de raccourcir les délais de la procédure. Super. Donc, j'espère que d'ici quelques mois, le texte sera passé à l'Assemblée nationale. Et ce métier, du coup, dans nos quotidiens, pour accélérer le fait d'avoir des rendez-vous chez le dentiste. Exactement. Allez, on en vient à l'actualité dans nos régions grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Direction Limoges pour retrouver Olivier Chaperon, rédacteur en chef du Populaire du Centre. Bonjour à vous Olivier. On va parler avec vous du mois sans tabac et d'un message à destination des plus jeunes. Absolument, parce qu'aujourd'hui, on constate que 100 millions de personnes vapotent dans le monde, donc 15 millions d'adolescents. Alors, c'est énorme, ça fait 15%, le calcul est vite fait. Et pour comprendre un peu le mécanisme, on a interrogé les auteurs d'une BD, Guillaume Coudray, qui est journaliste d'investigation par ailleurs, et Émilie Dambray, qui est illustratrice. Alors, c'est pas vraiment une surprise, hein. On connaît les pouvoirs de l'industrie du tabac, qui est extrêmement active en matière de lobbying, hein, auprès des institutions. Elle l'est pas moins en matière de marketing. Et à travers cette BD, on découvre un peu tous les rouages de l'empire des manias du tabac. Et les spécialistes parlent même d'une conspiration de la part des industriels du tabac. Alors, il y a 2 héros dans cette BD qui vont mener une enquête pour essayer de comprendre quels sont les arcanes de l'industrie. L'idée, en fait, c'est de faire comprendre que les jeunes sont délibérément ciblés par ces industries, afin de maintenir les profits des entreprises en question. Et plus on avance dans le récit de cette BD, plus on constate que en fait, la vape et le tabac sont alliés, plus que même liés. Les industriels ont acheté les droits, les brevets, fabriquent eux-mêmes les produits qui sont liés à la vape, et en même temps fabriquent aussi des systèmes médicaux, à travers notamment des inhalateurs qui permettent de soigner les malades. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, l'idée de la BD, c'est pas d'être moralisatrice, loin s'en faut, bien au contraire, mais de faire comprendre aux jeunes les dangers de l'accoutumance, puisqu'il faut savoir notamment qu'un fumeur fait 8 tentatives avant de parvenir à arrêter de fumer. Donc, il y a un véritable enjeu de prévention en la matière. Alors, Olivier, vous aviez une question spécialement pour notre sénateur ce matin. Absolument. Alors, on sait que la production de tabac est en déclin. Le Lot a été une zone particulièrement importante de production. Il y a encore une dizaine d'années, on comptait 135 producteurs.
Aujourd'hui, ils sont moins de 25 d'après les chiffres. Comment on accompagne aussi ce tournant pour les producteurs qui faisaient une partie de leur chiffre d'affaires avec la production de tabac? Alors un tabac de qualité, mais qui va tendre à disparaître a priori. Une réponse rapide, s'il vous plaît. Écoutez, ça fait partie de l'érosion du monde agricole qu'on observe. Il y a de moins en moins d'exploitants. C'est vrai que moi, quand j'ai participé à la récolte des feuilles de tabac quand j'étais étudiant. Je faisais des jobs étudiants l'été, donc je connais bien le sujet. Mais en effet, les agriculteurs se sont tournés dans le Lot vers d'autres cultures, vers d'autres productions, et notamment la noix, le noyer, qui devient évidemment la production dans la vallée de la Dordogne la plus importante. Eh bien, merci. Merci Olivier. Je montre ce matin la une du Populaire du Centre. On voit votre journal, La Vape, piège à tabac pour les jeunes. Merci Olivier d'avoir été en notre compagnie ce matin. Et merci aussi à vous, Raphaël Daubet, d'avoir été dans cette émission, votre première télévision. Voilà, on s'en souviendra. Merci beaucoup. Merci à vous.